Quand un écrivain prend la plume, ses responsabilités sont considérables. Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc. Ah oui, j'ai vécu en face des châteaux, à Rosenborg, à Copenhague, en face d'autres châteaux, puis des chaumières, et puis des cellules, donc je connais bien des châteaux. À ce moment-là, la porte s'ouvre, et M. Céline vient vers moi à pas rapide, puis il dit « Non, monsieur, je ne puis rien vous dire, je suis dans un état effroyable, je suis malade, je suis très malade, n'est-ce pas ?» Alors évidemment, les écrivains qui conçoivent l'art comme un instrument au service de la perpétuation de l'ordre social, du maintien de l'ordre social, se sentent d'emblée proches du régime de Vichy, dont c'est le programme. D'ailleurs, font partie des idéologues qui vont définir ce programme. Il est difficile de changer le style, c'est même impossible. Moi, je ne crois pas que ça me soit arrivé. De toute façon, d'une manière générale, c'est que ceux qui croient être les plus proches, ceux qui sont les spécialistes de Céline, sont ceux qui lui font le plus de mal. Il procède à une inversion qui, pour le coup, est véritablement satanique, puisqu'il se présente comme une victime. Au fond, le juif, c'est lui. Et je croirais en disant que j'ai été injustement traité. J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominié de tous les côtés, pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà exactement ce que je pense. Cette semaine, Céline. Du voyage à Meudon, itinéraire du docteur Détouche. Comment des intellectuels, des écrivains, sont-ils devenus des collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale ? Qui est décidé à défendre la langue française ? Combien d'abonnés, d'abord ? Combien d'abonnés, ensuite ? Quelles seraient les seules occupations qui aient un sens dans la vie ? Qui sont les écrivains révolutionnaires ? Qui seraient plutôt réformistes ? Comment les idéologies s'infiltreront-elles dans les milieux intellectuels européens ? Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles nous nous intéresserons dans ce premier épisode intitulé « Les plumes s'aiguisent ». Comprendre et remonter aux sources d'une énigme. Comment des intellectuels, des écrivains, sont-ils devenus des collaborateurs ou des collaborationnistes pendant la Seconde Guerre mondiale ? Quelques noms, qui sont autant de dossiers à charge. Robert Brasillac, fusillé. Drieux-La Rochelle, suicidé. Céline, en exil, puis en disgrâce. Où ces dérives ont-elles commencé ? On peut sans doute glaner quelques éléments de réponse en nous intéressant à l'histoire d'une revue qui va marquer longuement la vie littéraire française et dont le susnommé Drieux-La Rochelle sera précisément le directeur pendant les années d'occupation. Des années qui se termineront par un épisode digne des pages les plus sombres du macartisme aux États-Unis. Une véritable guerre des écrivains a eu lieu en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Guerre des écrivains, c'est ainsi que l'a nommé Gisèle Sapiro, qui a longuement étudié le sujet. Il faut d'abord remonter le temps et nous retrouver dans le temps d'avant la Nouvelle Revue française, peu avant sa naissance. Défense et illustration de la langue française. Défense et illustration, à condition toutefois de prêter à ces mots la signification la plus étendue. La langue, ce n'est pas seulement le langage, c'est la culture. Et si l'on y ajoute française, ce n'est point en un sens exclusif. Défense n'a pas davantage le sens négatif de la réaction rétrograde. Défense ne peut signifier que réaction physiologique. Réponse, défense d'un organisme vivant à toutes les influences bonnes ou mauvaises. Jean Schlumberger, 1909. Défense et illustration de la langue française. C'est donc cette tâche immense et ambitieuse que se fixent les fondateurs de la NRF, la Nouvelle Revue française.
Outre Jean Schlumberger, on trouve André Gide, l'homme de théâtre Jacques Copeau et l'écrivain belge de langue française, romancier, poète et voyageur André Reuters. Le reste, c'est-à-dire tout ce qui ne relève pas de la défense de la langue française, le reste n'existe pas. Ce pourrait être la suite de cet engagement. Et la suite, ce sera cette vérité jusqu'à la sortie de route. La défense de la langue française jusqu'aux plus extrêmes limites du patriotisme, du nationalisme, du racisme. Mais avant ces extrémités, entrer à la NRF, c'est incarner à soi seul la littérature et la pensée française. Une palette littéraire, politique, formée d'une gamme infinie de nuances. La fondation de la NRF, Nouvelle Revue Française, naît de la disparition d'une autre revue qui la précède, l'Ermitage. C'est ce que souligne d'entrée Alain Rivière, ancien directeur de la NRF, ami d'Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulne. Et Gide a très vite, avec ses amis, conçu le projet d'une revue. Et c'est quand même en novembre 1908 que, s'appuyant sur une revue existante déjà, celle des Marges qui était dirigée par Eugène Montfort, il lui a demandé s'il acceptait de fonder une revue avec lui. Alors, Montfort a accepté. Toujours est-il qu'ils ont commencé à faire un premier numéro qu'ils ont baptisé La Nouvelle Revue Française, dont la direction était confiée à M. Eugène Montfort. Et ce premier numéro, pour le groupe qui était autour de Gide, s'est révélé un désastre, parce qu'ils se sont rendus compte que Montfort n'avait pas du tout les optiques que eux avaient vis-à-vis de la littérature, et qu'ils risquaient de se bouffer le nez. En particulier, je crois qu'il y a eu, je ne sais plus exactement quel est l'auteur qui a commis justement l'article maudit qui a fait qu'ils ont immédiatement rompu parce que je crois que c'était Mallarmé qui était mal mené, et Gide n'a pas pu supporter qu'on traite ainsi son maître, parce que malgré tout, pour toute cette génération d'une certaine classe d'esprit, c'était Mallarmé le maître. On ne devait pas toucher à Mallarmé, surtout dans une revue dans laquelle on espérait s'exprimer comme chez soi. C'était ça leur idée. Dans la revue, c'était un chez soi pour eux, où ils puissent parler librement, dire leurs opinions. Et s'ils n'étaient pas tous d'accord ensemble, c'était voué à l'échec. Donc là, ils ont rompu avec fracas, et ils ont dit, mais on recommence. Pierre Hébet, auteur de la Nouvelle Revue Française des années sombres, des intellectuels à la dérive. Il y avait dans l'esprit des fondateurs et de Gaston Gallimard, parce qu'il ne faut jamais oublier Gaston Gallimard derrière tout de même, cette volonté que l'histoire de la littérature coïncide avec l'histoire de la NRF. C'est assez étonnant parce que chez Gaston Gallimard, c'est conscient. Il ne faut pas qu'un grand écrivain soit hors de cette maison. Et il va faire un recrutement, mais il va faire un recrutement grâce à quoi ? Grâce à la revue, justement. Et ça, c'est formidable, parce que la revue va être un formidable domaine d'idées et d'affrontements. Les fondateurs de la Nouvelle Revue Française n'admettaient pas que l'art soit soumis à la morale ou à la politique. Quiconque aime son métier souffre de le voir détourné de son usage propre, de voir des techniciens d'une autre branche tenter de s'en emparer comme d'un simple moyen. Leur devise première fut « Autonomie de l'art et de la littérature ». On vit en effet tout de suite la revue publier des œuvres aussi différentes que possible et, comme on dit en science, de sens opposés. Gaston Gallimard, 1962. Une des grandes préoccupations de l'équipe de la NRF, la Nouvelle Revue Française, la réhabilitation au plus haut du roman. Ils étaient très préoccupés par cette idée-là, et il y avait un grand débat qui s'instaurait entre eux, Alain Rivière, qui a abouti en 1913 à une succession d'articles, dont l'article qui s'appelait le roman d'aventure. Et ce roman d'aventure a eu, sinon beaucoup de succès, parce que c'était la veille de la guerre et que ça a été vite oublié, mais quand même une certaine influence,
qui d'ailleurs s'est tout de suite transmise. Dans le même numéro, il était tout à fait étonnant de voir qu'il y avait à la fois la fin de l'article de Jacques Rivière sur le roman d'aventure et le commencement de la publication du Grand Monde d'Alain Fournier. L'aventure, c'est ce qui advient, c'est-à-dire ce qui s'ajoute, ce qui arrive par-dessus le marché, ce qu'on n'attendait pas, ce dont on aurait pu se passer. Un roman d'aventure, c'est le récit d'événements qui ne sont pas contenus dans les autres. À aucun moment, on y voit le présent sortir tout à fait du passé. C'est par ces termes que Jacques Rivière définit le roman d'aventure dans un essai de 1913. Depuis un an, la NRF compte 128 abonnés. En 1920, ce nombre passe à 7000. Frédéric Badré, écrivain. Déjà, la NRF s'arrête en 1914, en août 1914, au 68e numéro. Ces acteurs sont mobilisés de diverses façons. Alors la guerre, en 2 mots, l'Union nationale, les exigences de l'Union nationale, la propagande nationaliste, patriotique, tout ce que vous voulez, le triomphe de Barès, le triomphe de l'Action française, etc. La guerre. 1919, retour de Jacques Rivière des camps de prisonniers, le circuit se reforme, se retrouve, et les choses ont évolué. Certains ont basculé du côté de l'Action française, voire se sont même convertis au catholicisme. L'exemple le plus manifeste étant l'ami de Gide, le docteur Guéon, comme l'appelait Pollan, qui était le compagnon d'aventure de Gide, ainsi que, si vous voulez, le reflet de la pensée de Gide dans l'expression critique de la NRF. Au moment où Jacques Copeau, en mai 1912, est directeur de la NRF, Jacques Rivière, à cette époque-là, est son secrétaire. En 1919, Jacques Copeau ne souhaite pas reprendre la direction de la NRF. Jacques Copeau consacre toute son énergie au théâtre du Vieux-Colombier. Alors la question est de savoir qui va prendre la direction de la NRF. Il y a des divisions politiques au sein même du groupe. Que faire, donc, au sortir de la guerre de 14 ? Jacques Rivière s'impose en essayant de trouver une position d'équilibre contre les antagonismes du groupe, lesquels, disons, où vous avez d'un côté Rivière, soutenu par Gide, pour aller vite, qui prône un retour à l'autonomie de l'art par rapport aux questions politiques, et de l'autre côté, des gens comme Jean Schlumberger, soutenu par Guéon, qui prône au contraire une prise en considération sérieuse des questions politiques au sortir de la guerre de 14. Et finalement, mon père, qui avait été nommé tacitement presque par tous directeur, Alain Rivière, a mis son titre en jeu en disant « Écoutez, si vous ne me laissez pas prendre la direction de la NRF comme je l'entends, et dans le sens où je l'ai exprimé dans mon article d'introduction de 1919, juin 1919, quand on a repris, il a écrit un article que ses amis ont appelé le manifeste de Jacques Rivière. Si vous ne me laissez pas appliquer ce que j'ai dit, c'est-à-dire littérature d'abord, la politique ensuite, ou la politique, mais on laissera chacun s'exprimer, on ne prendra jamais parti pour un aspect de la politique. Si vous ne m'accordez pas cette direction totalement personnelle, je mets mon titre en jeu et je m'en vais. Je vais planter mes choux. Alors à ce moment-là, Gide, qui était, comme toujours, un peu fluent, a pris parti très fermement, Copeau aussi, et finalement, c'est Guéon et Schlumberger qui se sont provisoirement retirés dans leur position intransigeante et qui ont laissé Rivière faire. Et au fond, ils s'en sont félicités ensuite. La NRF, qui sera Frédéric Badré, sous la direction de Rivière, c'est-à-dire entre 1919 et 1925, Rivière meurt subitement à 38 ans ou 39 ans en février 25. Donc cette NRF-là arrivera à s'imposer grâce à l'énergie de Jacques Rivière, laquelle énergie, à mon avis, est aussi conditionnée par la volonté de Jacques Rivière de se dégager du poids, du surplomb de Gide sur sa personne. Et puis bon, quel est le grand homme, le grand écrivain pour Jacques Rivière pendant cette période-là ? C'est Marcel Proust. Extrait des Jeunes filles en fleurs dès le premier numéro en juin 19, et puis le fameux numéro de janvier 23 d'hommage à Marcel Proust.
Gide a bien reconnu qu'il avait commis une erreur, qu'ils avaient été un peu légers avec Proust en 1913 quand ils ont refusé le manuscrit du côté de chez Swann, mais reste que Gide devait voir d'un drôle d'œil Rivière, le jeune Rivière, le jeune homme qui servait le thé et les petits gâteaux dans les réunions des comités de la NRF avant la guerre de 14, mettre en avant de façon comme ça un autre écrivain. Histoire vivante, cette semaine, Céline. Aujourd'hui, les plumes s'aiguisent. Un malheur affreux vient de nous frapper. Frappe les lettres françaises. Marcel Proust est mort. On ne sait pas encore, on ne peut pas savoir encore, mais on verra peu à peu combien Proust est grand. Les découvertes qu'il a faites dans l'esprit et dans le cœur humain seront considérées un jour comme aussi capitales et du même ordre que celles de Kepler en astronomie, de Claude Bernard en physiologie ou d'Auguste Comte dans l'interprétation des sciences. Il a droit encore pendant longtemps à l'indifférence de ceux qui parlent au lieu de penser, mais il faut que l'entoure et l'assiège avec insistance et fidélité, dès maintenant, la curiosité, la tendresse, la reconnaissance de tous ceux pour qui se comprendre et comprendre l'homme sont les seules occupations qui aient un sens dans cette vie. Jacques Rivière, décembre 1922. Quand ils sont connus en 1919, mon grand-père était rédacteur en chef au ministère de l'Instruction publique. Claire Paulan, éditrice, petite fille de Jean Paulan, directeur de la NRF. Il gagnait sa vie comme ça, il a gagné mal d'ailleurs, mais comme beaucoup d'écrivains de cette époque, il commençait à avoir une activité intellectuelle en dehors de ses heures de service, et il a proposé à Jacques Rivière de l'aider à tenir le secrétariat, c'est-à-dire répondre aux courriers, de gérer les manuscrits, de l'aider à cette tâche qui devenait vraiment importante de publier une revue littéraire tous les mois. Et Jacques Rivière a accepté, d'autant plus facilement qu'il reconnaissait en Jean Paulan quelqu'un qui avait une sorte de modestie native, peut-être une trop grande modestie, et en tout cas une humilité qui était très proche de la sienne. Et ça, c'était d'autant plus curieux que Jacques Rivière était catholique, comme vous savez, et catholique et croyant, et mon grand-père de famille protestante. Et il me semble que dans l'amitié de ces deux hommes-là, qui n'était pas une amitié très effusive ni très démonstrative, mais dont les lettres témoignent avec une tendresse et un respect absolument incroyable, inimaginable aujourd'hui. Un respect entre ces deux hommes qui travaillaient ensemble. Jacques Rivière, dans les dernières années de sa vie, qu'il ne savait pas être les dernières, et pourtant son comportement pourrait laisser comprendre qu'il savait qu'il était en train de vivre ses derniers moments. Et il a eu une soif de connaissance et de jouissance, comme il disait lui-même, qui était assez destructrice pour lui.
pour son œuvre, pour sa famille. Destructrice, c'est peut-être pas le mot, il avait besoin de ça, il fallait qu'il en passe par là. Et mon grand-père a compris ça. Et je crois l'a aidé d'une certaine manière à se disperser ou à s'ouvrir au monde en assurant de plus en plus le secrétariat de la revue, en faisant beaucoup de son travail et en faisant en sorte que Jacques Rivière ait de la disponibilité d'esprit pour écrire, en particulier Aimer, qui est ce roman autobiographique qui raconte sa liaison et son amour pour la femme de son patron, Gaston Gallimard, pour Jeanne Gallimard. Il y a une période où mon père écrivait des lettres, ce que j'appelle les lettres aller-retour avec Paulan. Alain Rivière. C'est-à-dire qu'il occupait la moitié de la page, ou plus exactement c'était Paulan qui faisait ça. Il écrivait sur la moitié de la page en laissant une grande marge à droite pour la réponse de Rivière. Si bien qu'il n'avait plus qu'à répondre oui, non, je ne sais pas, il vaudrait mieux, etc. quoi. Et c'était vraiment toute la marche de la NRF qui se faisait comme ça entre plusieurs. Puis il y a eu Gallimard aussi. Gallimard a été le grand conseiller de mon père. Après la guerre, je parle toujours. Il ne faisait rien en plus sans parler avec Gallimard, qui avait l'avantage, lui, d'être aux éditions et qui avait, si on peut dire, un droit de regard sur ce qu'on publiait à la NRF, parce que c'était un peu l'ébauche de ce qu'on allait publier ensuite en volume. Tous les livres qui ont paru en revue sont parus ensuite en volume chez Gallimard. Jacques Rivière meurt d'une fièvre typhoïde à 32 ans. En pleine jeunesse, Jacques Rivière, autour de qui se composait une légende de sévérité, était à lui seul d'une gaieté d'enfant. Ou plutôt, il avait, par explosion, cet enthousiasme, cette joie sans contrainte, sans souvenir, dont on suppose qu'elle est celle des enfants. Le malheur qui vient de nous atteindre est le plus affreux, le plus difficile à penser qui soit. Ceux-là même qui l'ont vu se former insensiblement au cours d'une semaine, dont chaque heure leur apportait ou leur enlevait un espoir, ne le reconnaissent pas tout à fait encore et découvrent à sa place de la confusion dans leur esprit. Quelle est la grandeur d'une œuvre extraite d'une telle âme, formée au prix de tant d'efforts ? Il serait indiscret de le dire aujourd'hui, de chercher même à l'indiquer. Qu'une sincérité sage, acharnée, qu'une singulière pureté de conscience ne nous cache pas ce qu'il y a en elle de complexe, de grave et, si je peux dire, de bouleversant. Jean Paulan, mars 1925. Soutenu par Gide et Schlumberger, Paulan est dans la foulée nommé rédacteur en chef de la revue, Gallimard prenant le titre de directeur. Il est bien l'homme de la situation, Paulan. De 1925 à 1940, ce sont 15 années qui s'ouvrent devant lui, riches en crises et en événements, passionnantes à vivre. Sous sa responsabilité, après l'épisode Gide, après celui de Rivière, c'est une troisième NRF qui prend le départ. Jean Paulan. J'ai rencontré à la NRF un milieu très ouvert, très généreux. Un milieu qui était tout prêt à admettre qu'un jeune auteur est forcément difficile, qu'il faut le laisser écrire des choses très absurdes ou très discutables, et que les choses neuves qu'il apporte se dégageront peu à peu dans la suite. Je crois que Henri Michaud, dont les premiers poèmes ont provoqué pas mal de désabonnements, eh bien lui aussi a toujours su que malgré les désabonnements, la Nouvelle Revue Française tiendrait bon et qu'une fois qu'elle s'était fixée sur un auteur qui lui paraissait un bon auteur, elle resterait fidèle. Je crois que c'est surtout cela qui a fait la force de la Nouvelle Revue Française. Que les jeunes auteurs un peu difficiles se sont sentis du premier instant chez eux. De 1925 à 1940, 15 années de richesse sous la direction d'un Jean Paulan associé, à tort ou à raison, aux surréalistes, Breton, Éluard, Aragon. Eux sont des révolutionnaires. Mais lui est un réformiste qui entend infléchir la ligne de la NRF.
Il va d'abord Claire Paul. d'emblée l'infléchir en reprenant ce qu'il aimait de Jacques Rivière, par respect pour Jacques Rivière, et aussi par fidélité à l'homme qu'il a connu. Ça va commencer par une grande dispute au sommet, puisqu'il va affirmer dans le numéro spécial d'hommage à Jacques Rivière que Jacques Rivière n'était pas du tout catholique, que les dernières années de sa vie avaient été tout à fait hors religion, et ce qui va bien sûr être une atteinte inadmissible pour la femme de Jacques Rivière, Isabelle Rivière. Donc il va se mettre d'emblée dans une situation de fidélité à Jacques Rivière et en même temps de rupture par rapport à Jacques Rivière. Et ça, je pense que c'est une attitude paradoxale, assez généralisable chez mon grand-père tout au long de sa vie. Il a eu envie, besoin, c'était sa manière d'être toujours dans des situations non pas conflictuelles, mais où les deux extrêmes cohabitaient. Et je pense que c'était des situations où il trouvait un certain confort, enfin confort intellectuel. Enfin, bien sûr, ce n'était pas du tout confortable vu de l'extérieur, mais ça permettait des stratégies intimes, des développements de raisonnement tout à fait particuliers et dans lesquels il se sentait visiblement seulement bien ou intéressé. Ces inflexions à la ligne éditoriale de la NRF seront d'abord visibles par les auteurs mêmes qu'il fait venir. Jouando est venu par Gaston Gallimard, mais c'est quand même beaucoup mon grand-père qui l'a favorisé et suivi. Claire Paul. Jouve, Ponge qui à l'époque était vraiment un tout petit jeune homme de rien du tout, extrêmement indélicat avec Gaston Gallimard, qui se mettait tout le monde à dos. Bien sûr les surréalistes. Suarez revenant à la NRF par la grande porte alors qu'il en avait été un peu évincé par l'ancienne équipe, enfin l'équipe fondatrice. Des anciens aussi comme Gonzague Frick, comme des tout jeunes et des très remuants. Enfin, toujours ce mélange un peu paradoxal des genres. Aller chercher la littérature, non pas dans une direction, non pas dans un domaine, non pas dans un registre, mais partout. Au risque de se tromper, au risque des vagues de désabonnement, et il y en a eu, au risque aussi de donner à la NRF une ampleur qu'elle n'a pas manqué de prendre dans les années qui ont suivi. Histoire vivante, cette semaine, Céline. Aujourd'hui, les plumes s'aiguisent. De 1925 à 1940, on change de monde, d'époque, de temps, de temporalité. De la fin de la guerre de 1914, encore empreinte de tout le XIXe siècle, on plonge, sans quasi-transition, en plein XXe siècle. Le marasme économique lié à la crise américaine, qui s'étend entre ces deux guerres à travers le monde, suscite tant de misère et de ressentiment qu'on se montre des plus pressés à vouloir en sortir. À cela s'est ajouté l'événement russe de la fin de la Première Guerre mondiale. En conséquence, que voit-on apparaître ? Des radicalités nouvelles. Idéologiques. Elles voient le jour dans les milieux intellectuels européens. Frédéric Badré, historien de la littérature. Le grand nom de la NRF, André Gide, va être, comme chacun sait, stalinien, avant de dénoncer le régime stalinien URSS. Bon. Que faire ? Comment garder sa visée, si vous voulez, la visée de la NRF, qui est la littérature absolue. Alors c'est là où moi je pense que Pollan a une vraie stratégie secrète. C'est-à-dire que, et c'est ce qui fait que la NRF était une grande revue, et reste aujourd'hui à nos yeux
en 1998, une grande revue, une revue intéressante. Et c'est pour cela que cette revue a réussi à s'agréger, à absorber tout ce que, si vous voulez, la littérature française comptait de talent à cette époque-là. C'est cette manière qu'a eu Pollan de diriger la NRF. Alors, en façade, donc d'abord, immédiatement, constitution d'un comité. Ce comité doit représenter l'orthodoxie de la NRF. Et en dessous, Pollan créera ce qu'on pourrait appeler des sortes de sociétés secrètes, destinées, si vous voulez, à donner le véritable influx nerveux à la NRF. Il ne faut pas oublier que diriger une revue, c'est systématiquement être en contradiction. Ce n'est pas du tout une entreprise consensuelle. Dans les propres sommaires de la NRF, la contradiction doit être là. C'est ce qui donne la vitalité, c'est ce qui donne l'énergie, c'est ce qui fait le moteur de l'histoire. À partir de ce moment-là, sous la direction de Pollan, la contradiction sera donc apportée à Gide. Elle le sera d'autant plus facilement que Gide sortira de la littérature à ce moment-là. À partir de 1925, publication des Feux monnayeurs, Gide sort de la littérature. Voyage au Congo, retour du Tchad, ce sont des dénonciations de la manière dont se comportent les Français dans leur colonie, l'engagement communiste de Gide, l'engagement idéologique de Gide, les pages de journal publiées dans la NRF dans les années 30, très anti-religieuses, anti-catholiques, très pro-staliniennes, pro-communistes de plus en plus ouvertement, puis ensuite les dénonciations avec retour de l'URSS et retouches au retour de l'URSS, etc. C'est une œuvre importante qui se constitue de la part de Gide, mais aux yeux de Pollan, cette œuvre s'inscrit, si vous voulez, dans un domaine, disons, sociologique. Gide a plus un statut d'intellectuel que d'écrivain, de grand écrivain. De l'autre côté, l'avant-garde suit le même mouvement, curieusement. Breton, Aragon, à la fin des années 20, vont vers le Parti communiste. Donc, les deux pôles sur lesquels pouvait s'appuyer Pollan basculent vers la politique et commencent à avoir un jugement vis-à-vis d'autrui, si vous voulez, conditionné par le positionnement politique des uns et des autres. La révolution, pour eux, est une révolution politique. La seule chose véritablement subversive dans l'esprit de Pollan tient à un certain rapport avec la littérature absolue, si vous voulez, donc avec la métaphysique. Quand est arrivée la grande transhumance communiste, parce que ça a créé un vrai problème. Il y a eu tout d'un coup un appel formidable de l'engagement. Pierre Hébé, auteur de la nouvelle revue française des années sombres, des intellectuels à la dérive. Et là, Pollan a eu un vrai problème. C'est là où j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Parce que la revue pouvait sombrer. Entre les gens qui étaient communistes, les gens qui étaient ensuite pour Doriot, il y avait et qui collaboraient tout de même à la revue. Il fallait maintenir, et il a été formidable parce qu'il a fait appel au fond à toute une série de personnages qui étaient des poètes principalement, qui étaient des gens non engagés et qui maintenaient le lien entre ces groupes, parce qu'il y avait Benda qui faisait presque à chaque numéro un appel au patriotisme, à l'anti-hitlérisme, à l'anti-droite. Enfin, malgré tout, la revue a survécu. Parce qu'entre Aragon et Drieux, bien qu'il y ait eu des liens d'amitié, il y avait tout de même une opposition terrible, qui n'a fait que s'aggraver d'ailleurs. Parce qu'à un certain moment, Gaston Gallimard, après avoir eu une grande amitié, une grande admiration pour Drieux, a basculé vers Aragon. Et ça a été un très gros conflit. Et Pollan, avec sa manière... Au fond, Pollan, c'est un vrai juriste. Hein. Il adore les complications parce qu'il trouve des solutions un peu moyennes, un peu qui basculent dans un sens et dans l'autre. C'est tout de même d'une habileté un peu enfantine parfois d'ailleurs. Mais n'empêche, ça marche. Il apaise les uns, il engueule les autres, et puis il a mené sa revue jusqu'au bout. Écoutez, il est ami de Jouandeau. On ne peut pas dire que ça soit un personnage qui soit particulièrement républicain. Au fond, il a des convictions, on le voit dans les lettres qu'il écrit à Petit-Jean, des convictions royalistes, ce qui est assez surprenant de sa part.
Et puis, mais il encourage en même temps toutes les violences qui peuvent s'exprimer dans la NRF. Parce que, bon, c'est lui qui va ramener Aragon dans le sein de la revue et de la maison d'édition. Il a des liens d'amitié à peu près avec tout le monde. C'est un personnage qui est très complexe. Très complexe. Mais c'est ce qu'il a dit, c'est le droit. Il avait trouvé d'ailleurs un système formidable pour dire que les écrivains avaient le droit de dire n'importe quoi. Il leur avait accordé le droit à l'erreur. Alors ça c'est simple, hein. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Bon, ils se sont trompés, c'est pas grave. Tout écrivain a ce droit-là. Du moment qu'il exprime ses convictions du moment, elles peuvent être la plus épouvantables possible. On ne va pas lui en vouloir. On n'en veut pas. L'écrivain est un innocent. Est innocent au sens juridique. Je veux dire, il n'est jamais coupable, plus exactement. Mais c'est un amour de la littérature, tout de même, qui attire l'admiration, celle de Paulhan. Malgré tout, bon, vous savez qu'il il est souvent à juste titre un peu détesté par quelqu'un comme Nadeau, par exemple, et qui raconte les manœuvres de Paulhan. Mais c'est vrai que c'est un homme qui est en manœuvre 24 heures sur 24. Si on veut la franchise, la main sur le cœur, les yeux dans les yeux, et un seul discours, il ne faut pas le demander à Paulhan. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il fasse la plus belle revue possible et la plus riche possible. Reste que Paulhan était quelqu'un qui remettait sans arrêt en cause, qui cherchait sans arrêt à renouveler la NRF. Frédéric Badré, historien de la littérature. On le trouve aux lettres circulaires qu'il aimait bien envoyer aux abonnés, notamment en 1933. Le défaut principal de la NRF me paraît être qu'elle parle trop tard de trop peu de choses. N'est-ce pas votre sentiment ? On envoyait une lettre circulaire, il attendait les réactions. En 1938, une autre lettre circulaire. Jamais on n'a reproché à la NRF d'être glaciale et morne avec plus de violence que depuis quelques semaines. Qu'en pensez-vous ? Donc il y a toujours un geste de Paulhan face aux abonnés, face aux lecteurs de la NRF. Il cherchait toujours, si vous voulez, un renouvellement, évidemment, de la revue. Une manière de ne jamais faire en sorte que, précisément, cette forme de dogmatisme littéraire, de dureté de la pensée, fût-elle secrète, qui s'y exprimait, ne s'ossifie jamais. Alors c'est pour ça que il y a une lettre intéressante aussi de Paulhan à la fin des années 30, où on voit aussi, on retrouve le sens de la provocation, mais qui en même temps on dit long sur sa manière de gouverner la NRF. Il dit au fond, il écrit à Jean Schlumberger, au fond, ma position est catholique au sens universel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour lui, la NRF idéale, c'est la NRF où, dans le même sommaire, vous pouvez retrouver Claudel, Breton, Gide, Schlumberger, Paulhan, Drieux-La Rochelle, Aragon.
Histoire vivante, cette semaine, Céline. Aujourd'hui, les plumes s'aiguisent. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est question dans ces pages de la dictature de la France sur les Français et notre espoir a moins que jamais besoin d'explications dans ces journées sévères où il devient une flamme. Qui se refuserait pourtant aux raisons qui veulent l'assurer et le nourrir ? Certes, l'une des plus grandes forces que le monde n'ait jamais vues s'est dressée contre nous. Prenez garde cependant que c'est une force joyeuse, élevée pour le pillage et la victoire. Un échec doit la déconcerter. Tout laisse croire que sa résistance est inégale à son attaque, sa défense à son offense. À quel espoir nous refuser ? Je dirais l'un des plus grands, qui est politique. Certes, notre République semble avoir avoué depuis 20 ans tous les vices dont ses adversaires lui font grief. Pourtant, nous nous battons pour quelque chose qui ressemble à la République, pour la liberté des personnes, contre la servitude volontaire. En vérité, le problème a des termes si clairs qu'il serait fou de ne pas espérer une réconciliation française si chacun de nous, dès aujourd'hui, le pose et cessait à le résoudre dans son secret, dans son silence. Ce silence n'est pas moins dû à nos amis qui se battent dans les flammes et pour qui il n'est pas d'autre mot. Nous prions. L'espoir et le silence, Jean Paulhan, 1940. Alors l'espoir et le silence, c'est vraiment, il y a tout de l'appel du 18 juin. L'espoir et le silence, c'est le dernier numéro de la NRF à paraître sous la direction de Jean Paulhan. Paulhan se défie de la politique. Frédéric Badré. Ne parle pas de politique, refuse de parler de politique pour parler de littérature. La seule fois où il prend une manifestation claire pour la politique, c'est un des grands textes politiques qui ait jamais été écrit, à mon avis, sur la situation à ce moment-là. Lucidité extrême de ce qui s'est passé sur les renoncements de la République, mais en même temps la République, seul rempart possible contre ses adversaires. La vision, disons, géopolitique totale de la guerre qui est en train de s'engager. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Et en même temps... il prend date pour l'arrivée, avant la réconciliation nécessaire, une fois que la guerre sera passée et que la victoire sera accomplie. C'est gaulliste. C'est en ce sens qu'il y a une vision politique. Il est très seul. Ce n'est pas du tout une vision, si vous voulez, vous n'avez là-dedans rien qui soit radical-socialiste, rien qui soit d'extrême droite, rien qui soit monarchiste, rien qui soit nazi, rien qui soit fasciste, ni même rien d'une certaine manière qui soit républicain. Mais vous avez une pensée politique. Au moment de l'Exode, Claire Paulhan. Mon grand-père est parti avec les Gallimards dans leur maison de Mirande, dans la Manche, avec tout le matériel et les gens de la NRF. Enfin, ça a vraiment été une sorte de déménagement complet. Tous ces couples vivant ensemble et essayant de faire encore une fois une ANRF, et puis finalement descendant à Carcassonne chez Joël Bousquet 6 mois après l'Exode, y retrouvant à Carcassonne Binda, Guéhenno, enfin plein de gens qui étaient exilés là-bas et en sursis à Carcassonne, Max Ernst aussi. Et mon grand-père remontant à Paris une fois par mois, après avoir pris contact avec tous les écrivains qui étaient en dehors de Paris, et allant voir la situation, allant voir les scellés posés sur la porte des éditions Gallimard, allant faire des tractations avec Drieux-La Rochelle, qui était en train d'être nommé par les autorités allemandes à Paris directeur de la NRF qu'il voulait voir reparaître sous son égide. Ça a été une période certainement très intéressante. Et mon grand-père a réouvert son bureau à la NRF à côté de celui de Drieux-La Rochelle. Et comme on n'est jamais plus protégé que tout près de l'ennemi, ou je ne sais pas s'il considérait Drieux comme l'ennemi, mais les Allemands, oui, en tout cas, il faisait venir là des gens de la résistance. Le tout était qu'ils ne se trompent pas de porte, quoi. Il ne se trompait pas de porte. Ce qui est sûr, c'est que mon grand-père a continué à travailler avec Drieux pour maintenir un contrôle sur la NRF, pour garder un œil, pour être là, pour savoir aussi ce qui se passait, pour être informé, parce qu'il était important
en tout cas à ses yeux dans cette période-là, de ne pas être coupé de tout, de savoir ce qui se passait, ce qui se tramait, quelles étaient les intentions des Allemands, quelle était la manière dont ils souhaitaient manipuler Drieux-La Rochelle, qui était suffisamment anticommuniste et remonté contre les Français de la période du Front populaire pour être extrêmement une arme dans les mains des Allemands. Drieux était certainement assez transparent aux yeux de mon grand-père, donc le voir, parler avec lui était certainement quelque chose d'utile pour lui. À la fin de l'année 1940, Pierre Drieux-La Rochelle prend donc les commandes de la direction de la NRF sous l'impulsion d'Otto Abetz, le nouvel ambassadeur allemand nommé par Hitler à Paris après la débâcle de 1940. Pour se faire une idée des idées de Pierre Drieux-La Rochelle, cette lettre de mai 40 adressée à Jean Paulhan. Paulhan. Premièrement, je ne crois pas que ce soit le défaut de notre démocratie que d'arracher aux écrivains une conviction politique. Pendant des années, elle a flatté chez eux la crainte des responsabilités et ne leur a demandé qu'un acquiescement indirect et discret, récompensé par beaucoup de rubans rouges et quelques sinécures. Mais la vie exige toujours des écrivains une conviction à toute époque. Tous les bons écrivains français ont manifesté une conviction politique, du Moyen-Âge à nos jours. Les quelques écrivains qui n'ont manifesté qu'une conviction littéraire l'ont fait avec une telle acuité qu'elle équivalait à une prise de position sociale et donc politique. Deuxièmement, ne tenir rigueur à aucun écrivain de ce qu'il a pu lui arriver de dire ou de faire, légèrement, pourvu qu'il ne persiste pas. Ceci ne peut concerner ni Aragon, ni moi. Aragon est plus communiste que jamais et obéit au mot d'ordre défaitiste comme il obéissait au mot d'ordre patriote. Pour moi, je reste un adversaire résolu de la démocratie, que je considère avant tout comme chose périmée et seulement embarrassante par ses débris là où il subsiste, et en même temps un patriote. Le loup est à présent dans la bergerie. Il aura été amené par le berger lui-même, qui en accordant à l'écrivain le droit à l'erreur, la possibilité de dire ce qu'il veut, quitte à se tromper, en baptisant l'écrivain d'innocent, le berger, Paulhan, a ouvert une route désormais incertaine. Sur Pierre Drieux-La Rochelle, Gisèle Sapiro, auteur de La guerre des écrivains. Il voulait jouer un rôle politique, en fait, être une sorte d'éminence grise qui ferait la médiation entre Paris et Vichy, entre les Allemands et le gouvernement de Vichy. Et Abetz lui propose plutôt de reprendre la NRF, en fait, qui serait comme une vitrine de la collaboration. Et ce projet de reprise de la NRF entre dans le cadre de la politique de séduction d'Otto Abetz. Et Drieux accepte. On sait qu'en juin 1940, dans son journal, il écrivait « Quant à la NRF, elle va ramper à mes pieds ». Il accepte de faire la revue comme un moyen de propagande, selon l'expression que lui prête Paul Léotou dans son journal, à condition, il pose à Abetz la condition d'être maître à bord. Donc qu'on ne lui impose pas des articles, qu'il puisse, et ça va devenir sa caution auprès des auteurs qui essaient de recruter pour reprendre la revue, c'est-à-dire il dit qu'il est libre dans cette revue et il n'y a pas de... Alors il faut rappeler que Gallimard a refusé, à la différence de Noël par exemple, la participation de capitaux allemands dans la maison d'édition, ce qui est une caution, enfin une garantie pour les auteurs de la NRF, ils sont payés par Gallimard. Ceci dit, il faut dire que la NRF est une sorte de caution pour la maison d'édition auprès des Allemands. C'est-à-dire c'est une couverture pour Gallimard. Donc il y a une espèce d'engrenage qui fait que la maison a besoin de Drieux, qui lui a besoin des auteurs de la maison. Gallimard va pousser les auteurs à collaborer à la NRF.
Et Drieux a pris conscience de son échec depuis l'automne 42. C'est l'aveu qu'il en fait dans la revue avec cette phrase « Toute l'intelligence française, tout le lyrisme français est contre nous ». Dans son journal, il se dit excédé du rôle qu'il lui faut tenir jusqu'au bout. Il essaye de compromettre le plus de gens possible, mais son échec est patent. Il essaye de dire qu'il s'est fait aider par Jean Paulhan, d'où le fait qu'on redira après que Jean Paulhan l'a aidé. Il le fait dans un bilan en février 43, je crois. En mai 43, il veut à nouveau démissionner. Il accepte que Paulhan fasse la revue sous son nom, ce que Paulhan accepte à ce moment-là. Mais en fait, ils vont tout de suite ne pas être d'accord et la manœuvre va échouer encore une fois. Et cette fois, c'est la revue qui est suspendue. Le dernier numéro est paru en juin 43. Donc arrive la libération. Frédéric Badré. Les procès d'épuration commencent. Il y a le Comité national des écrivains. On regarde le comportement des divers éditeurs pendant l'occupation. Gaston Gallimard, très clairement, pour sauver sa maison d'édition, condamne la NRF. La NRF est interdite de publication. Jean Paulhan est chargé de surveiller que la NRF ne reparaisse jamais. La grande revue du moment, c'est d'ailleurs chez Gallimard, Les temps modernes de Sartre, donc les grandes théories de l'engagement. Et Paulhan, lui, de son côté, s'occupe d'une revue trimestrielle, Les Cahiers de la Pléiade, et puis on passe à autre chose. Notre épisode était intitulé « Les plumes s'aiguisent », une réalisation de Thierry Châtel. Demain, la suite de cette évocation avec un nouvel épisode intitulé « En plein déluge ». Histoire vivante, proposée par Jean Leclerc, avec aujourd'hui la collaboration de Corinne Rochat, Valérie Dantan et Thierry Châtel, et les voix de Jean-Marie Châtaignier et Yves Yény. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoirevivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24. Vous écoutez la première, il est 16h.